Salut les trekkers, heureux de vous retrouver au studio où je suis au propre, au sec, bien reposé après ces 8 jours de randonnée sur le GR20, après ces 8 vidéos, plus les vidéos de préparation matérielle, enfin voilà. Cette vidéo topo a un intérêt si vous avez vu les vidéos précédentes, puisque vous allez mieux comprendre ce dont je parle. Cette vidéo, je vais essayer de la faire la plus claire possible, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont un peu dans tous les sens. Je me suis aussi beaucoup inspiré des questions que vous m'avez posées sur Instagram ou sur YouTube. C'est parti! Alors, j'espère que je vais être aussi clair que possible pour mes présentations, mes réponses, mes explications. Bien entendu, je vais peut-être omettre certaines choses, donc n'hésitez pas à m'en parler et à me dire « Ah Pierre, t'as pas parlé de ça, ça aurait pu être sympa » ou « J'ai pas trop compris ce que tu as dit là-dessus ». Peut-être que vous aurez d'autres questions qui vont vous venir à l'esprit, donc n'hésitez pas, cette vidéo sort le mardi. Si vous avez des questions, s'il y a peu de questions, je vous répondrai en direct sous la vidéo. S'il y a pas mal de questions, pas mal de points abordés, ben je ferai un petit topo tome 2 du GR20. Voilà, ce sera plus simple et surtout, encore une fois, ça permettra à toute la communauté d'en profiter. Alors, présentation succincte, j'ai fait le GR20 entre juillet et août. Je l'ai fait du sud au nord et je l'ai fait avec Joseph, mais qu'on appelle José, voilà, sur les 7 jours sur 8. Alors, je vous avais expliqué, ça c'est intéressant par rapport au topo, je vous ai expliqué que j'avais choisi juillet-août parce que c'était selon moi, enfin selon les indications que j'avais eues, la période la plus calme. Et j'ai bien l'impression que les indications n'étaient pas si bêtes que ça. J'avais surtout eu ces indications par rapport à Alex, qui fait une super chaîne sur le GR20, et qui disait que, paradoxalement, les gens pensaient qu'il valait mieux faire ça en juin ou septembre. Et malheureusement, souvent, il y a beaucoup plus de personnes en juin et septembre. Il y a un gérant de gîte qui nous a dit qu'à partir du 15 août, il sentait la population revenir. Et bien entendu, en juin, il y a pas mal de névé. Enfin, la neige n'a pas complètement disparu. En septembre, il peut y avoir plus d'orages et ça s'est encore confirmé cette année. Donc juillet-août, c'est une bonne période pour partir. Il n'y a pas tant de monde que ça. Et surtout, il y avait encore une fois un gardien de refuge qui disait sur la chaîne d'Alex que le bon plan, c'était entre juillet et août. Donc je me suis décidé de partir entre juillet et août. Et en plus, c'était en plein milieu de mon anniversaire, puisque je suis né le 1er août. Et donc j'ai pu fêter mon anniversaire sur le GR20. Si vous ne l'avez pas vu, c'était l'étape avec le lac de Nino. Donc en plus, c'était un très bon réveil et une très bonne expérience. Il y a des gens qui m'ont demandé, alors du sud au nord, ben, si vous me demandez, c'est que vous n'avez pas regardé les vidéos, parce que je n'ai pas arrêté de m'exclamer sur l'intelligence de mon choix éclairé. Ça a été super. Du sud au nord, c'était vraiment une très très bonne idée. Pour tout vous dire, j'ai 2 regrets par rapport au... Enfin, j'avais une inquiétude et j'ai un regret par rapport au sens sud-nord. L'inquiétude, c'était est-ce que je vais réussir à lire le chemin aussi bien du sud au nord que du nord au sud, qui est le tracé entre guillemets officiel. Et en fait, oui, c'était un peu mon inquiétude. Mais ça se lit facilement. Et c'est vrai que le petit inconvénient de le faire du sud au nord, c'est que le topo guide n'est pas fait pour ça. Donc vous êtes obligé de prendre les pages à l'envers et essayer voilà, c'est un peu bizarre, on dirait que vous êtes en train de bouquiner un manga. C'est un peu étrange, mais on s'arrange, on comprend bien que voilà, si on va monter et descendre, bah là on va descendre et monter et ainsi de suite. Donc c'est pas voilà, c'est pas rédhibitoire, c'est pas vraiment embêtant. La seule chose que je regrette et c'est un petit pincement au cœur, c'est que comme tout est fait du nord au sud, au nord il n'y a pas grand chose qui vous accueille. Vous avez le panneau pour dire allez c'est parti les gars, c'est le GR20, c'est par là, tout ça, bon ok.
Et quand vous arrivez au sud, vous avez, bravo, vous avez terminé le GR, 180 bornes, vous êtes vraiment des cinglés et tout, hein, et vous faites la petite photo. Moi, cette petite photo, je l'ai faite, mais je l'ai faite avant d'y aller. Donc j'ai fait la photo quand Seb m'a déposé, parce que j'ai un ami Seb, qui est aussi un abonné de la chaîne, qui a eu la gentillesse de venir me chercher à l'aéroport et me conduire jusqu'au départ. On a fait la photo, et donc je fais ça, mais j'ai un peu le sentiment de l'usurpateur, parce que je dis « Ouais, génial, j'ai fini, et j'ai pas encore commencé ». Donc voilà, c'est particulier. Et c'est vrai que quand on est arrivé à Calenzana avec José, c'était bizarre parce qu'on arrive dans un endroit où personne dit « Ouais, félicitations, vous avez fini », il n'y a pas une plaque et tout. Et pourtant, il y a quand même pas mal de gens qui font du sud au nord. Il y a peut-être une plaque, je ne l'ai pas vue en tout cas, hein, parce que je ne voudrais pas non plus dire de bêtises. C'est dommage, il pourrait y avoir un bar aussi. Je crois qu'il y a un bar du GR20 à Calenzana qui pourrait mettre aussi ce petit panneau pour les cinglés qui le font dans l'autre sens, quoi, au lieu d'avoir les cinglés qui le font dans le sens nord-sud. Donc voilà, ça c'est le seul petit truc, mais sinon, super. Super parce que en effet, le soleil toujours dans le dos, ça j'ai adoré. Il y a plein de situations où j'ai pas mes lunettes. Ça m'a joué un peu des tours parce que comme le soleil vous l'avez dans le dos, vous avez l'impression qu'il est moins gênant. Et donc j'ai un peu pelé au niveau de la tête parce que je mettais pas souvent mon chapeau, parce que mon chapeau je le mets pour le soleil mais aussi pour me protéger un petit peu de la lumière. Et là j'en avais pas énormément besoin. J'en avais besoin vraiment quand il y avait des pierres très blanches devant moi et donc ça reflétait et là je mettais les lunettes, mais sinon c'était vraiment pas quelque chose d'embêtant. Et donc ouais, j'ai pelé un peu, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il me manque des cheveux et donc c'était pas très protégé. Donc ça, par rapport au soleil, c'était top. Pour faire sécher les affaires, c'est génial aussi, parce que vous avez le soleil dans le dos, vous mettez vos affaires dans le dos, et donc elles sèchent beaucoup plus vite. J'ai pas utilisé de panneau solaire, mais je pense que ça peut être très pratique. Il y a Dimitri qui avait fait le GR20 2 semaines avant moi et qui a utilisé lui un panneau solaire. D'ailleurs, il vous a fait une petite vidéo topo sur le panneau solaire qu'il a utilisé. Et je pense que ça a été top pour lui parce que le soleil dans le dos, c'était génial. Et la dernière chose, c'était un petit pari en me disant, si je le fais du sud au nord, comme on considère que le sud est plus simple et le nord plus difficile, non seulement je serai plus aguerri du sud au nord, et donc j'arriverai dans la partie nord où je serai plus aguerri, ça ira mieux pour passer les passages difficiles. Et j'aurai mangé tout ce qui est dans mon sac. Et donc mon sac à dos sera plus léger. Ce sera mieux d'avoir un sac qui fait 3 à 4 kg de moins que voilà, un sac très lourd pour commencer. Donc je suis pas échauffé, je suis pas entraîné, je suis pas aguerri, je connais pas forcément la roche corse. Je ne sais pas encore si c'est très glissant, pas glissant, tout ça. Et alors pas consciemment, hein, mais inconsciemment, est-ce que j'aurais pas plus de facilité si je le fais du sud au nord? Et je me suis rendu compte que c'était vraiment le très bon pari. J'ai eu une abonnée qui m'a dit moi ça m'aurait pas gêné parce qu'on est du sud et on a l'habitude du soleil. Ok. Moi, je trouve que c'est mieux. Et entre nous, en tant que photographe, je préfère avoir le soleil dans le dos parce que quand vous avez le soleil dans le dos, vous voyez des choses que vous trouvez très sympas et surtout, quand vous avez le soleil dans le dos, le ciel est bleu. Si vous regardez, le ciel est bleu à l'opposé du soleil, alors que quand vous allez regarder le ciel autour du soleil, il est beaucoup plus clair. Et donc, naturellement, vous allez voir des paysages qui vous plaisent en marchant, parce que c'est rare de marcher, de se dire « je vais quand même regarder le paysage qui est derrière ». Vous le faites, mais vous ne le faites pas systématiquement, alors qu'en général, systématiquement, vous regardez ce qu'il y a devant vous. Enfin, quand vous regardez ce qu'il y a devant vous, puisque en général, vous regardez vos pieds sur le GR Corse. Et donc, forcément, vous avez un beau paysage, vous dites « ah, c'est sympa, je fais la photo » et vous avez l'avantage d'avoir le ciel bleu. Donc, voilà, tout est vraiment génial. Et c'est vraiment, vraiment du sud au nord, c'était une très, très bonne idée. Je parlais du fait qu'on était beaucoup plus aguerris et moi, je l'ai senti énormément. Parce que on est vraiment, il y a vraiment des passages, je l'ai dit dans certaines vidéos, il y a des passages où 4 jours plus tôt, je me serais vraiment accroché, j'aurais pris les chaînes, j'aurais fait très attention. Et là, je sentais que sur la partie nord, sur les dernières étapes, je passais des endroits où j'étais à l'aise, même si je faisais toujours attention à ne pas tomber. J'étais à l'aise, alors que si ça avait été les premières étapes, j'aurais vraiment stressé. Voilà.
Ça m'amène sur est-ce que la partie nord est beaucoup plus compliquée que la partie sud? Moi, je trouve pas. Je trouve pas. Il y a des parties techniques. Je vous avouerai que paradoxalement, les parties où il y a des échelles, où il y a des chaînes, c'est des parties qui sont pas dures. Parce que quand il y a une échelle ou une chaîne, bah en fait, vous êtes tellement aidé, tellement en sécurité que ça va. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est les parties où, à des moments, je me dis, ils sont gonflés, les gars, parce qu'il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'échelle. Et si je tombe, il y a 30 mètres, je suis mort, quoi. Donc, il y a vraiment des parties où, vous savez, il y a des parties où parfois vous allez juste longer une petite paroi rocheuse. Alors quand je dis paroi rocheuse, c'est à mon niveau de randonneur, hein, c'est pas pour un alpiniste, mais vous avez une petite partie, c'est pas long, hein, c'est sur 5-6 mètres seulement, mais vous vous agrippez et vous dites, si je tombe, je suis un peu mal. Et là, il n'y a pas de protection du tout. D'accord? Donc voilà, c'est pas évident. Sincèrement, je l'ai dit en fin de vidéo, en fin de parcours, il n'y a pas une étape qui est simple. Parce que je pense aussi que c'est parce que j'ai commencé et j'étais pas affûté, j'avais un sac lourd et voilà, je commence mon GR et d'un coup j'arrive sur des difficultés qui sont pas si simples que ça. Et donc j'ai trouvé ça difficile. Et franchement, quand j'ai commencé à arriver, dans ma tête c'était le nord ce sera dur, le nord ce sera dur, le nord ce sera dur. Et en fait je la voyais jamais la difficulté parce que je trouvais que c'était toujours aussi difficile qu'avant. Ou alors j'étais plus aguerri, j'étais plus léger. Donc si vous voulez, même si la technicité augmente avec le nord, bah comme mon côté affûté et que mon sac diminue, bah en fait ça se nivelle. C'était pas si dur que ça. Après, je me suis fait tout un monde du nord en me disant le nord va être difficile, même si Manon nous avait dit dans les vidéos que j'avais fait avec elle où elle nous présentait le GR, en disant bah non, je trouve pas que le nord soit si difficile par rapport au sud et que le sud soit si facile. Voilà, moi je m'attendais à quelque chose de très dur et j'ai jamais vu la difficulté. Le Monte Cinto, donc que j'ai pas gravi, j'ai gravi la pointe des éboulis. Je remercie, je me souviens plus de son prénom, je remercie, il y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire. Donc j'avais bien dit que j'avais pas monté le Monte Cinto, mais je pensais que c'était quand même la voie qu'on empruntait, même si on n'arrivait pas à la toute fin. C'était le Monte Cinto, c'est la pointe des éboulis apparemment. Moi, je m'attendais à ce que ce soit l'étape difficile. Elle n'a pas été si dure que ça. Oui, les éboulis, c'est embêtant parce que vous faites un pas de 50 cm, vous reculez de 10-15 et vous faites un pas de 50 cm. Voilà, donc c'est fatigant. Je pense que c'est aussi fatigant dans un sens que dans l'autre parce que quand on a descendu, eh ben, on glissait tout le temps. D'ailleurs, apparemment, il y a quelqu'un qui s'est tué en trail en glissant et en heurtant une pierre avec sa tête. Je pense que c'est aussi compliqué d'un côté que l'autre. Encore une fois, je pense qu'il n'y a que les habitués et les guides qui peuvent vous le dire, parce que c'est les gens qui l'ont fait dans le sens sud-nord et nord-sud plein de fois, tout le temps, dans différentes situations et qui peuvent vraiment estimer. Est-ce que moi, en l'ayant fait une fois, je peux dire « Ah si, non, c'est plus simple ». Voilà, c'est très compliqué, mais en tout cas, voilà, moi je suis content de ce sens sud-nord. Et vous l'avez vu sur les vidéos, que ce soit au niveau des aiguilles de Bavella, que moi j'ai trouvé un peu dur. En plus, je crois que c'était mon premier jour ou deuxième jour, premier jour je pense. J'aime pas le côté minéral, il faisait chaud, enfin ça commençait déjà à me saouler. Donc il y avait quand même du minéral, il y avait quand même des petites ascensions, des choses où on mettait les mains, qui pour moi n'est pas de la rando. Mais dans le nord, il y a des passages où il y a des forêts de pins, il y a pas mal de choses. Dans le sud, il y a du minéral, il y a du végétal. Dans le nord, il y a du minéral, du végétal. Alors c'est vrai que le nord est peut-être un peu plus technique, mais encore une fois, il y a des échelles, il y a des chaînes. Donc, vous voyez, c'est un peu... Après, je me demande si les gens ne considèrent pas le nord comme étant très dur, parce que la plupart des gens font le nord en début. Donc ils ne sont pas aguerris, ils ont un gros sac, ils arrivent et d'un coup, bouf, ils tombent sur la montagne, les trucs, et les 3 premières étapes, vous en pouvez plus. Et après, comme vous êtes aguerri, vous arrivez sur une partie sud qui est peut-être un peu plus roulante, avec un peu plus de forêt parfois, mais quand même de la montagne. Et quand vous avez de la roche, vous dites, bah, j'ai déjà vécu ça avant. Et c'est ce que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire de me dire, je commence par la partie sud où il y a des choses que je trouve compliquées, et comme je commence à être aguerri, la partie nord, je la trouve pas si compliquée que ça. Sincèrement, c'était pas si compliqué que ça. Voilà, donc c'est vraiment une façon de voir les choses. Alors, Éloge de la solitude, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé.
qui me disent alors, ton ressenti, tout compte fait, toi qui aimes bien randonner seul, tu as dû randonner, enfin, tu as randonné avec José, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, j'ai eu deux coups de bol. Le premier coup de bol, c'est de rencontrer José, qui est un gars extraordinaire. On s'est bien entendu. Je pense que je ne l'ai pas trop embêté. J'espère ne pas l'avoir trop embêté, parce que en regardant les vidéos, j'entends qu'il râle tout le temps en disant allez, allez, mec, avance, allez, mec, avance, avance. Parce que forcément, moi déjà, je marche plus lentement que lui. Et puis surtout, ben, dès que je m'arrête pour faire des photos, je me suis arrêté. Alors ça, vous le voyez pas, vous le savez pas, mais je m'arrête beaucoup pour prendre des notes. Soit c'est des notes vocales, soit c'est des petites photos où je mets ma montre, je fais une photo avec un cours d'eau pour me dire ah, au bout de tel endroit il y avait un cours d'eau. Parfois je vois un terrain un peu plat pour un bivouac, je note. Et puis ben, toutes mes vidéos. Et puis voilà, sachant qu'une vidéo, vous voyez les vidéos que je fais pour chaque GR, chaque étape du GR, c'est entre 30 et 45 minutes. Vous avez bien conscience que je ne fais pas des one-shots. Et donc, quand je fais 30 à 45 minutes de vidéo, ça veut dire que j'ai filmé pendant 1 heure, 1 h 30, facilement. Donc, quand vous dites, le gars, il a marché 10 ou 12 heures, et sur 10 ou 12 heures, pendant 1 h 30, il a filmé, forcément, il y a plein de fois. Alors, il y a des fois où je filme en marchant, mais il y a beaucoup de fois où je filme, où je marche, puis d'un coup, je m'arrête, je montre, ou alors je vois José qui est en train de monter, je vous fais le truc, et ah, voilà, il y a un truc qui s'est passé, je recommence, je fais ça. Une fois sur deux, José me parle ou me dit un truc, donc je recommence. Et donc forcément, ben, je perdais pas mal de temps. Donc j'espère que je ne l'ai pas trop embêté par rapport à ça. Mais oui, les deux choses qui ont vraiment été top, c'est que, j'ai rencontré José, qui est un mec génial, donc humainement et par rapport à sa connaissance de la Corse, puisqu'il est corse, pilote d'hélicoptère, donc il a une bonne vision en 3D de quelle était la montagne, quel était le village, quelle était la baie qu'on voyait là-bas, donc c'était super pour s'orienter. Et puis ça s'est bien corrélé avec le fait que ce GR20, selon moi, encore une fois, c'est par rapport à moi, mon expérience, mon ressenti, le fait que je l'ai fait entre juillet et août, qu'il a fait beau, enfin, toutes les conditions, c'est par rapport à ça. Je pense que ce GR n'est pas un GR à faire seul. Voilà. D'ailleurs, on le sent parce que tous ceux qui le font seuls, en général, ils finissent pas seuls, ils finissent avec des gens. Parce que, c'est l'autoroute, il y a plein de gens. Alors, les gens sur le chemin, ça me gêne pas trop. Moi, c'est les gens à l'arrêt, en refuge, ça m'a plus embêté. Le fait d'être obligé de vous arrêter à certains endroits pour bivouaquer, le fait de vivre en collectivité, tout ça fait que c'est vraiment un GR qui n'est pas comme les autres. C'est un GR un peu colonie de vacances, camp imposé. Donc ça n'a pas été le super truc. Mais c'est bien tombé parce que j'étais avec José. Et donc, je pense qu'on s'est aussi bien entendu parce qu'on était obligé de toute façon de s'arrêter là. Si j'avais été avec José sur le TMB ou même Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a des fois où il aurait dit hey, mecton, j'ai envie de m'arrêter là pour boire un coup. J'aurais dit bah non, moi je continue. Et puis lui, se serait peut-être arrêté à 18 h parce qu'il voulait, il était fatigué ou il veut s'arrêter. Et moi j'aurais dit bah non, je vais continuer jusqu'à 20 h au moins. Parce que je sais que de toute façon je trouverai un lieu. Donc vous voyez, voilà, je pense qu'on a eu de la chance par rapport à ça. Donc, à l'âge de la solitude, je préfère randonner seul, c'est clair. Mais là, c'était le bon GR avec la bonne personne. Donc, c'était un coup de bol monstrueux. Et c'est vrai que je pense que ce GR, si je devais le recommander à quelqu'un, je vous ferai peut-être un topo, faut-il faire le GR20. Si je devais recommander ce GR à quelqu'un, je dirais c'est un GR à faire ensemble, avec des gens. Et d'ailleurs, quelqu'un me l'a dit en commentaire, en disant, voilà, on peut aimer faire les GR seuls, mais c'est un GR qui doit être génial de faire en groupe. Et c'est vrai que faire une étape par jour, voire peut-être doubler certaines étapes qui sont simples, et faire ça dans un groupe de 6 ou 7. D'ailleurs, je crois que Manon, elle était partie uniquement avec sa copine au départ. Et ensuite, elles ont rencontré d'autres personnes. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'elles ont terminé à 5, 7 personnes, 8 personnes. Donc, je pense que c'est vraiment le GR qui est fait pour ça. Alors les refuges, c'est le truc que j'ai forcément pas aimé parce que c'est ce qui m'a contraint à m'arrêter. Vous pouvez pas trop faire autrement, vous voyez. C'est d'ailleurs à un moment j'ai posté sur
sur Facebook, je suis sur 2 groupes. Je vous mets le nom des 2 groupes, parce que c'est des 2 groupes super sympas sur lesquels j'ai pu poster des photos. Enfin, les gens sont vraiment cool. Et, euh, et sur ces sites, enfin ces forums, j'ai mis un moment les lasagnes de Londa en faisant un petit truc comme ça. Alors c'était une photo que je faisais pour Manon, qui n'avait pas pu avoir les lasagnes quand elle était à la Londa. Elle m'a dit, il faut à tout prix que tu t'arrêtes. Grâce à José, on a pu avoir les lasagnes qui restaient, les restes. On a eu des beaux restes. On a pu les goûter. Et donc je l'ai posté et j'ai dit, ah, c'était super et tout. Il y a des gens qui ont commencé à critiquer Londa en disant que les lasagnes étaient froides et tout ça. Alors, pour leur défense, il faut savoir que Londa n'est pas un restaurant gastronomique. Et je pense que quand on sert 50 ou 100 parts de lasagne, ouais, forcément, il y a des lasagnes qui doivent être froides. Après, un ou deux micro-ondes ou 3 micro-ondes, ça coûte pas forcément très cher, ça aurait pu être sympa. Mais bon, c'est la Corse. Enfin, c'est le GR, on va dire. Il y aurait plein de choses à dire sur cette expression, c'est le GR. Que certaines personnes m'ont dit quand j'ai dit les douches sont froides, ah c'est le GR, le sol est pas plat, ah c'est le GR, voilà, c'est presque une bonne excuse, mais bon, bref. Et donc il y a des gens qui ont critiqué, et il y a le gérant du gîte qui à des moments se défendait un peu, il était attaqué, et à un moment il a dit un truc qui est symptomatique, il a dit mais de toute façon on a trop de monde, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Alors sur le principe, il a raison, hein. Lui, il propose quelque chose, vous êtes client, vous prenez ou vous prenez pas. Le truc qui m'embête, et je pense que Dimitri aussi dans sa vidéo en a parlé, c'est que vous êtes pieds et poings liés parce que vous commencez une étape. Alors comme moi, vous doublez les étapes ou vous faites une seule étape, vous en faites une, vous arrivez à l'étape et là vous dites je continue ou pas. Mais quand je dis je continue, c'est pas, on n'est pas sur le Tour du Mont Blanc où vous allez croiser 7 ou 8 villages. Vous n'êtes pas sur le GR65 où vous dites je peux continuer parce que dans 2 heures je vais sûrement croiser un cours d'eau, il y aura un lieu pour bivouaquer, ou dans 1 heure, ou dans... Voilà. Non, là vous dites on part, mais si on part, on n'a pas un refuge avant 6 heures de marche. Vous voyez, on ne fait pas ce qu'on veut quoi, sur ce GR. Donc c'est un peu particulier, on est vraiment coincé, pieds et poings liés. Alors si vous faites une étape par jour, si vous la jouez cool, c'est génial, parce que vous pouvez partir, moi je vous conseille de partir tôt, ça c'est clair et net. Je voyais des gens partir à 9h, 10h, en plein cagnard, je ne sais pas comment ils font. Normalement 10h, 11h, c'est l'heure où j'ai fini la première étape. Alors c'est vrai que c'est dur de se lever à 4h, mais marcher à la fraîche, c'est génial. Voir le soleil se lever, c'est génial. Prendre son petit déjeuner en haut d'une montagne, c'est génial. C'est vraiment les plus beaux souvenirs que j'ai du GR, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se lever à 4 heures quand vous êtes couché à 22 heures et qu'il y a des marioles qui ont fait la bringue et qui ont fait du bruit et qui ont joué de la guitare et tout, c'est génial. Pendant toute la nuit. Ou une vache, comme à Capanel, qui a fait du bruit pendant toute la nuit. Mais si vous partez assez tôt, alors pas forcément à 5h, pas à 4h45 comme nous, mais si vous partez, je vais dire, aller à 6h, 7h peut-être, vous arrivez à 14-15h, voilà, après c'est douche, emplacement, il y a des tentes pour tout le monde, il y a des emplacements pour tout le monde, enfin quasiment. Manganou, je crois que c'est vraiment limite, il y a des abonnés qui m'ont dit que dès 15h déjà c'était blindé. Vous avez le temps de faire vos soins, de faire des étirements, de jouer aux cartes, de boire des bières, de jouer aux cartes, de boire des bières, de jouer aux cartes et de boire des bières. Quand je le dis, je sens que ça sent que je déteste ça, mais il y a des gens qui doivent adorer, et donc ça peut être un super truc, quoi. D'accord ? Mais quand vous le faites en disant, moi je viens surtout pour marcher, pas pour boire des bières, parce que les bars de bières, je peux le faire. Dans le Nord, il y a quelques bières, donc on peut en boire. Là, forcément, vous êtes vite coincé. Voilà. L'accueil dans les refuges, je pense que les gens qui tiennent les refuges sont des êtres humains. J'ai pas trop vérifié, hein, mais je pense que ce sont des êtres humains. Et je pense que comme vous et moi, il y a des cons, il y a des gens adorables. Et je pense que comme vous et moi, quand ils sont fatigués, ils ne sont pas forcément super sympas. Encore une fois, on n'arrive pas dans un hôtel parisien où on vient pour séjourner une nuit et que tout se passe bien et qu'il y a quelqu'un qui nous accueille avec un gentil sourire et un petit costume et qui est super cool. Là, les gars, il faut aussi vous dire que, déjà, il y a le con.
il y a le comportement de chaque région. Moi, je sais que dans le Nord, on a une réputation d'être très accueillant. Vous rentrez dans un commerce dans le Nord, on vous dit bonjour. Vous repartez, on vous dit au revoir. Voilà. Je suis allé dans d'autres régions. Je ne donnerai pas les noms parce qu'on va encore me dire « tu n'es plus bienvenu dans ma région ». Je suis allé dans d'autres régions où les gens, je rentre, ils disent rien, je sors, ils disent rien. Je me dis putain, il y a dû y avoir un décès dans la famille, quoi, parce que les mecs, ils font la gueule. Voilà, il y a des régions qui sont plus accueillantes que d'autres, donc ça m'a pas... Pour tout vous dire, je m'attendais tellement à l'image qu'on a du Corse un peu bourru, un peu pas cool, qu'en fait, la plupart, je les ai trouvés super cool. Vraiment sympa. Parfois très occupés, parce que quand vous avez 80 personnes affamées à nourrir, on n'a pas le temps de parler avec quelqu'un. Enfin, voilà, j'ai autre chose à faire. Donc je comprends à des moments que les gérants de gîtes soient pas cool. J'en ai eu quelques-uns, notamment dans les bergeries, que j'ai trouvé vraiment pas cool. Croci, je les ai trouvés super sympas. Et il y a la bergerie de Ballonne, je pense, si je me trompe pas, voilà. Mais encore une fois, c'était peut-être pas le bon moment, ils étaient peut-être fatigués. Voilà, ça fait longtemps qu'ils font ça et bon, je peux les excuser. Mis à part cet accueil, c'est vrai que j'ai pas du tout aimé les refuges. J'ai pas compris le fait qu'on arrive à avoir un refuge flambant neuf, qu'on a des refuges où parfois il y a eu un terrassement qui a été fait pour des toilettes sèches ou des choses comme ça, et qu'on n'arrive pas à avoir des emplacements plats pour les tentes. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est pas la première fois qu'un refuge accueille des gens. Je pense que ça fait au moins 3-4 ans qu'ils accueillent des gens, voire peut-être 30 ans qu'ils accueillent des gens. Et je comprends pas qu'il y ait toujours si peu d'emplacements de tentes. Alors oui, on va me dire, ouais, mais la montagne, elle est... Ouais, enfin, la montagne, elle est comme ça, mais tu as quand même réussi à faire un héliport là, et que tu as quand même réussi à faire une surface quand même de 60 mètres carrés plat pour mettre ton gîte. Et voilà. Alors on va me dire, c'est compliqué, on est loin. Ouais, je sais pas. C'est pour moi un motoculteur amené en hélico, parce qu'il y a quand même des navettes hélico pour ramener des choses. Un motoculteur pour virer tout ça, aplatir tout ça. À Londa, par exemple, il y a un terrain qui est bien plat hein, pour les tentes, mais il y a plein de cailloux. Je ne comprends pas pourquoi il y a des cailloux. Il y a un gars qui passerait une journée à ramasser tous les cailloux, ce serait fini à vie de tous les cailloux qu'il y a. Alors, je ne comprends pas, je ne vois pas. Alors il y a ma petite voix ici qui me dit « Ouais, c'est le GR20, c'est comme ça ». Voilà, donc ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Je pense vraiment qu'il y a une volonté pour que ça ne change pas. Quand je vois que la bergerie de Ballonne, comme plein de bergeries, hein, les douches sont froides, je comprends pas trop. Alors oui, ok, on pourrait dire c'est un problème d'économie d'énergie, tout ça. Bon, ok, je passe sur les douches froides, pourquoi pas, ok. Mais pourquoi est-ce que les douches, elles ferment juste par un rideau? C'est un peu bizarre, quoi, un rideau. Enfin, vous ouvrez le rideau, vous avez tout le gîte devant vous, hein. Vous avez toutes les tentes. Il y a si je ne me trompe pas encore une fois, il y a 2 portes pour les toilettes. Il y en a une qui ne ferme pas. Il y a un crochet, vous savez, et le crochet, en fait, il reste ouvert comme ça. Donc c'est un peu... Enfin, après, moi, je m'en fous, hein, je peux faire caca devant tout le monde, mais je trouve ça un peu bizarre, quoi. Et l'autre ne ferme pas du tout. Donc vous êtes obligé de tenir la porte. Et les 2 portes grincent, mais la folie. Toute la nuit, j'ai entendu la porte grincer. D'ailleurs, le matin, j'ai entendu une porte grincer. Je me dis, ah, il y a un mec qui est allé aux chiottes, il va bientôt être l'heure de se lever, il doit être vers les 4 heures. Donc pour vous dire que c'est des choses qui ne demandent pas d'énergie, qui ne sont pas coûteuses, mais je pense qu'ils en ont juste rien à foutre. Voilà, c'est juste comme ça. Ou au pire, c'est le GR20. Voilà, ça rentre dans le mythe de putain, tu vas en chier mon gars, tu vas filer 25 balles et tu vas bien en chier. Et voilà. Donc, bon, ça c'est un truc que je regrette. Voilà. Après, il y a des choses qui sont positives par rapport à ces refuges, parce qu'il y a des refuges où vous avez une très bonne alimentation, vous avez une petite épicerie. Oui, les tarifs sont chers. Je trouve qu'ils sont un peu trop chers par rapport à... On est sur une île et on est isolé, parce qu'ils ne sont pas si isolés que ça, parce qu'il y a quand même des mules qui peuvent venir, puis il y a quand même les hélicos. Sachant qu'il y a des navettes d'hélicos qui ne payent pas.
Il y a des navettes d'hélico qui payent, mais vu la masse de choses qu'on peut ramener avec un hélico et vu le prix d'une petite bouteille de coca, voilà. Après, c'est un commerce, je comprends tout à fait. Euh, ouais, il y a des choses qui sont parfois un peu abusives, puis surtout, encore une fois, vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu embêtant. Sincèrement, c'est bizarre hein, comme approche, mais sincèrement, je préfère bivouaquer à côté d'une rivière, me laver dans l'eau froide de la rivière, que de me dire «Ah, je vais aller prendre une douche, putain, elle est glacée». J'ai pas dit putain. Mince, elle est glacée. Vous voyez, c'est un état d'esprit qui fait que vous arrivez dans un refuge, vous dites je vais avoir quand même un peu de confort. Et en fait, le confort, vous ne l'avez pas du tout. Parce que l'eau froide, voilà, les toilettes, je me souviens, il y a un gîte, un refuge, je me souviens plus du nom, je l'ai dit dans les vidéos, c'était un refuge sur le Midi. Les toilettes, elles étaient 50 mètres plus loin, il y avait une toilette pour tout un refuge. J'imagine 50 personnes qui font à la queue comme ça, et c'était un chiotte à la turque. Voilà, sachant qu'à mon avis, le shot à la turque, il ne doit pas y avoir le tout à l'égout, et je suis même pas sûr que les trucs soient vraiment systématiquement récupérés. Quand je vois qu'ils font brûler de façon lente du carton, du plastique et tout à l'extérieur des gîtes, voilà. Sincèrement, je préférais me laver dans la rivière et aller faire caca sous une petite roche. Voilà, je préférais faire ça, trouver mon coin à bivouac bien, à plat et tout. Voilà. Après, encore une fois, je suis d'accord, c'est les règles du jeu, c'est le GR20, mais vous voyez, on est un peu coincé et on n'a pas beaucoup d'avantages. Mais bon, voilà. Alors, Patoun qui me disait, en fait, c'est comme un camping. C'est comme un camping, mais sur le GR20. Donc oui, c'est comme un camping. Alors, il y a souvent des choses, ça j'ai remarqué, il y a souvent des choses sur lesquelles on passe parce qu'on a l'impression que c'est évident. Vous savez, c'est des choses où on se dit, ben non, les gens vont savoir. Enfin, c'est comment faire une salade et une vinaigrette. Les gens, ils se disent, je vais pas faire un tuto pour expliquer comment on fait une salade et une vinaigrette. Ou alors, je fais une vinaigrette de la mort, top chef, top chef. Et j'aime bien la question de Patoun parce que, en fait, ça renvoie à des choses. C'est-à-dire que, oui, c'est comme un camping. En fait, vous arrivez dans le gîte. Alors, nous, on n'avait jamais pris de réservation. Vous arrivez dans le gîte et le refuge, je dis toujours un gîte, ou le refuge. Soit le refuge, soit la bergerie. Il y a 3 solutions. La première solution, c'est que vous êtes en totale autonomie. Vous arrivez avec votre tente, votre matelas et tout, vous demandez juste un emplacement. En général, ils vous disent, tu te débrouilles, tu trouves ce qui t'intéresse et tu te mets. Donc c'est un peu un camping sauvage dans le sens où vous allez vous mettre n'importe où. Il n'y a pas vraiment d'emplacement comme dans les vrais campings municipaux où on vous dit, vous allez être en I-34 et vous allez là. Donc là, vous mettez un peu où vous voulez, ce qui fait que, ce qui est un peu con, parce que parfois il y a des gens avec une tente, ils se mettent sur des grands emplacements de tentes. Il y a des gens qui se mettent dans le passage. J'étais à Bergerie de Ballonne, je crois encore une fois, où il y avait des gens qui dormaient à la Belle Étoile et le seul endroit plat, c'était dans un passage. Donc ils s'étaient mis là. Donc il y a soit ça, soit vous demandez une tente. Et paradoxalement, parfois c'est plus simple de prendre un emplacement avec une tente. Donc l'emplacement, souvent c'est 11-12 euros. Et une tente, c'est 11-12 euros. Donc moi, souvent, je payais 12 euros juste pour avoir un emplacement et je mettais ma tente. Si vous voulez avoir un emplacement et une tente, c'est 24 euros, 25 euros. Si vous n'avez pas votre tente, vous demandez l'emplacement. Et là, en général, ils vous disent plutôt celle-là. Ou encore une fois, on vous dit, tu trouves une tente libre, tu te débrouilles et tu cherches. Voilà, tu prends. C'est pas forcément une critique de ma part. D'une part, je comprends que le gars est en train de faire plein de trucs, ou la fille est en train de faire plein de trucs, donc il préfère vous dire, vas-y, démerde-toi, trouve un truc, je vais pas commencer à t'accompagner sur tout l'endroit, surtout qu'il y a des refuges où toutes les tentes sont vraiment ensemble, et il y a des refuges comme à Manganou où vous êtes quasiment dans des pinèdes, et donc il y a 5 tentes là, il y a 6 tentes là, vous allez plus loin, vous marchez sur 200 mètres, il y a encore des tentes, enfin ouais, c'est très dispersé. Et puis l'un dans l'autre, c'est pas plus mal, parce que comme c'est vous qui choisissez votre emplacement, vous pouvez vous dire « Ah là j'aime bien parce que c'est à côté des toilettes ». Mauvaise idée. Enfin, bonne idée parce que vous pouvez aller aux toilettes, mais mauvaise idée parce que toute la nuit vous allez entendre les toilettes. Ou là c'est pas mal parce que c'est loin, c'est vraiment isolé, je vais être cool. Mais forcément, pour aller à la douche, ça va être loin. Pour aller aux toilettes, ça va être loin. Pour repartir le matin, vous allez retraverser
autour des tentes, les fils et les mecs qui dorment à même le sol sur le chemin, c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la deuxième solution. Ou il y a aussi des endroits où vous pouvez dormir en dortoir. Et là, c'est entre guillemets le truc le plus cool, parce qu'en fait, vous n'avez besoin de rien, puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Vous avez juste votre duvet, qui peut forcément être un duvet beaucoup plus light. Vous avez un petit duvet confort 10 degrés, bah, ça va vous suffire. En général, il fait chaud. Le seul inconvénient des dortoirs, c'est que les gens ronflent, font du bruit, ils sont plus près de vous. Et il y a ces satanées punaises de lit qu'on peut retrouver aussi dans les tentes où tout le monde va. Moi, je me suis pas mal gratté et piqué, j'ai été piqué, parce que je pense qu'il y a un endroit où il y avait des punaises de lit. Je suis rentré, j'ai dû tout laver, tout mettre au congèle, tout ça, parce que ouais, j'ai été bien piqué. Parce que à 2 fois, si vous avez suivi les vidéos, 2 fois, j'ai dû prendre une tente qui était déjà là, il n'y avait plus d'emplacement libre. Alors, je ne pensais pas en parler maintenant, mais c'est dans la conversation. Il y a Patrick qui m'a demandé des infos sur le couchage, tout ça. C'est apprendre avec les pincettes ce que je vais vous dire. Moi, j'ai pas aimé parce que les endroits étaient pas pleins. J'ai pas aimé parce que les 2 fois où j'ai dû avoir une tente, je trouvais que la tente était trop petite par rapport à moi. C'était pas ma tente à moi, c'était pas celle-là, la XMI de 2 places. C'était pas pareil. Pourtant, c'était des tentes 2 places, hein, que j'avais même une tente 3 places. La tente 3 places était un peu plus grande, la tente 2 places était vraiment petite. Je touchais des 2 côtés. Bien que ce soit des tentes qui étaient installées fixes, le sol n'était pas plat, il y avait des cailloux en dessous. Ça, j'ai pas compris. Donc je me suis levé, j'ai glissé ma main, j'ai viré le caillou, je me suis dit mais il y a 40 personnes qui sont passées avant moi et les mecs ils se sont dit ouais il y a un caillou, ça me nique le dos mais c'est pas grave, c'est le Gervin. Voilà, ça m'a épaté, donc il n'y avait rien de plat. J'ai trouvé que c'était pas propre du tout, il y avait plein de saleté à l'intérieur. J'ai vu sur le premier refuge que j'ai fait le premier midi, j'ai vu une fille passer dans toutes les tentes, donner un petit coup de balai, nettoyer. Mais clairement, il y a des gîtes où jamais personne passe et il y avait des saloperies. J'ai retrouvé des emballages de plastique, de repas, des trucs comme ça. Donc bon, après, c'est pas la fin du monde, hein, vous mettez un petit coup et tout, mais voilà, pour vous dire que c'est pas forcément propre. Il y a plein de gens qui y passent, qui sont pas soigneux. Mais c'est à prendre avec des pincettes parce que moi, j'ai pas du tout aimé. Et José, qui n'est pas un habitué de la rando, qui a largué a Croci justement, a largué son matelas de sol, sa tente, c'était une tente 3 places en plus qu'il avait. Lui, à chaque fois, il allait dans les trucs et je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Bon, en même temps, il s'est jamais beaucoup plaint, José. C'est un mec qui se plaint pas trop, il est très positif. Donc je me dis, est-ce que c'est pas moi qui suis, vous me connaissez, je suis un peu un râleur. Et puis surtout, comme j'ai un peu d'expérience de bivouac, de tente, de trucs, bah forcément quand on change de mes habitudes et que c'est pas nickel comme j'aurais voulu, il m'est arrivé de trouver un terrain qui n'était pas nickel, il était 19h et je me disais, je fais un peu ma princesse. Je me dis, ouais non, ça va pas être nickel, je préfère encore marcher 2, 3, 4 km, voire 2 heures pour vraiment un truc qui va me plaire, trouver un truc qui va me plaire. Donc vous voyez, j'essaye d'être un petit peu mitigé par rapport à ça. Dites-moi en commentaire à chaque fois si vous trouvez que je suis... De toute façon, vous allez trouver que je suis un petit peu extrémiste comme d'habitude, mais si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, ou si vous voulez un complément d'information, et si ça vaut la peine que je fasse un tome 2 où je vous réponds directement en commentaire. Donc voilà, les emplacements, la propreté, le couchage, la facilité à trouver des couchages, je pense que j'ai répondu un peu à tout. Pour Patoun, voilà, c'est pareil, le camping. Il y a des endroits, alors repérez, ça c'est un tip que je vous avais donné dans les vidéos, repérez les refuges où il y a un accès à la route. Si vous avez un accès à la route, comme à Vitzavon ou à Capanel, c'est le grand luxe. C'est-à-dire que vous allez avoir des choses en dur, vous allez avoir, au niveau de l'alimentation, ils vont vous faire des pizzas, vous allez avoir des tiramisus, ce que vous voulez, hamburger frites, tout ça. Enfin, dès que vous voyez qu'il n'y a pas l'accès à la route, là, c'est vraiment c'est du refuge ou de la bergerie ancestrale. Ils n'ont pas forcément accès à beaucoup de choses. Ils doivent faire le choix de faire venir certaines choses. Après, encore une fois, il y a des refuges comme Londa qui vous offrent un super repas, quoi que les gens en disent. L'entrée était vraiment bonne. La soupe était vraiment bonne avec je crois qu'il y avait des haricots ou des pâtes c'était consistant. Déjà, rien que ça m'aurait suffi. Les lasagnes étaient
un peu froides, mais elles étaient vraiment très bonnes et ça fait du bien. Et ensuite, je crois qu'on a eu une mousse au chocolat et un morceau de fromage. Alors qu'à Manganou, pour le même prix, la soupe, c'était une soupe à l'eau. Donc c'est légumes moulinés, mais vous voyez, un truc super passé, très liquide. Des pâtes avec une sale sauce tomate. Et ensuite, on a eu un morceau de gâteau châtaigne. Mais c'est pas parce que c'est châtaigne que forcément c'est génial. Ils étaient un peu secs et tout. Alors c'est bien, ça suffit. Mais quand vous voyez la différence entre deux gîtes, vous vous dites, ouais, il y a vraiment des gîtes. Euh, le refuge où il n'y avait qu'un seul toilette, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais celui dont je parlais, où on s'était arrêté à midi, je mettrai peut-être le nom si j'ai le temps de faire le montage, parce qu'à chaque fois, les vidéos me prennent 8 heures en moyenne, entre les tournées et les montées. Euh, on croisait quelqu'un dans le sens inverse, et on lui disait, ah, vous allez vous arrêter à tel endroit. Ouais, ouais, ouais. Je dis, ah ben, bon courage. Ah bon, pourquoi? On dit, ah ben, on a trouvé le gars pas très sympa, puis bon, les toilettes seules. Il dit, ouais, les toilettes seules, et puis la douche, c'est juste un petit filet d'eau froide. Et on le regarde, on dit, mais vous connaissez? Il dit, ouais, les dernières, je l'ai fait, je me suis arrêté là. Il dit, donc cette année, vous vous arrêtez pas là? Il dit, bah si, on est obligé, mais c'est le GR20. Voilà. Donc il y a des gens qui sont contents et qui trouvent ça bien, et à la limite, plus ils vont morfler, plus ils seront contents. Faites-le en tongs et sur un pied. J'ai vu des gens le faire en tongs d'ailleurs. Voilà. Et il y a des gens qui le font pieds nus. Voilà. Donc on pourra en reparler. Le sol, j'en ai parlé largement, c'est pas plat. Alors quand je dis c'est pas plat, c'est pas que ça monte ou ça descend, c'est pas le dénivelé dont je parle, c'est le fait que le sol est quasiment jamais plat. Vous avez toujours des rochers. C'est ce qui rend le GR très compliqué. Le dénivelé est pas compliqué. Il y a un peu plus de dénivelé que sur le Tour du Mont Blanc, mais sur le Tour du Mont Blanc, vous avez très souvent un sol qui est assez plat, donc assez roulant. Vous pouvez faire du 3-4 km/h facilement. Sur le GR20, non seulement vous avez de l'escalade à plusieurs reprises, c'est quand même très courant. Donc forcément, bah, c'est pas je marche, non, c'est j'enlève mes bâtons et je monte et voilà. Et vous vous servez très très souvent de vos mains, qui étaient d'ailleurs très abîmées après le GR. Mais surtout, vous n'avez jamais un sol plat et donc vous êtes toujours sur des petits cailloux, des gros cailloux, vous êtes toujours en train de, voilà, que ce soit pour monter ou pour descendre. Parfois, il y a des grandes marches, mais vous êtes toujours à droite, à gauche. Ce qui fait que ben, moi, j'ai bien morflé, j'ai bien morflé parce que je devais reprendre la course à pied très rapidement après mon GR20 parce que j'avais un semi-marathon puis un marathon. Là, j'ai un marathon, le marathon d'Amsterdam, dimanche 16. Ben, ma préparation, elle a été un peu reculée parce que les chevilles, j'avais mal aux deux pieds. Les genoux étaient... J'ai bien morflé parce que je crois que j'ai pu refaire des squats à vide, hein, pas des squats avec juste des squats à vide. J'avais encore mal un mois et demi après. Donc vraiment, les articulations morflent bien. J'étais super content d'avoir pris ma genouillère parce que les 3 derniers jours, ça m'a bien aidé. J'avais vraiment mal à des moments. Mais mes pieds ont morflé, j'en parlerai après. Mes vêtements ont morflé par rapport à ce sol qui n'était pas plat. Donc ouais, le sol, c'est vraiment pas évident. Pour ce qui est de l'eau, alors moi j'ai eu un kiné remplaçant à un moment, je vais assez souvent voir le kiné. J'ai un kiné remplaçant qui me dit ah, pour l'eau, t'embête pas, moi j'ai fait le GR20 la partie sud, il y avait de l'eau tout le temps. Ouais, tout le temps, vous en avez au moins une fois par jour, ouais, mais c'est pas forcément tout le temps pour moi, alors peut-être que lui il boit pas beaucoup. J'ai essayé au maximum dans les vidéos de vous indiquer si je buvais beaucoup, ce que j'ai fait comme litrage. C'est vrai que les 2 premiers jours, je l'ai bu entre 6 et 8 litres par jour, parce que bah, il fait chaud, on fait un effort assez conséquent. C'est pas évident. Moi, souvent, je suis parti avec 2,5 litres. Et ça nous est quand même arrivé souvent avec José qui avait, lui, il avait une poche de 2 litres. Et moi, j'avais 2 bouteilles, une bouteille de 1,5 litre et la Bifree Catadine de 1 litre. Souvent, je partais avec full. Et ça nous est arrivé, allez, je dirais sur 3 étapes, de devoir marcher encore 1 heure ou 2 sans eau du tout. Alors que on savait que c'était compliqué et que on se ménageait quand même, on ne buvait pas énormément, d'accord? On essayait vraiment de bien gérer le truc. Alors il y a le fait de petit déjeuner ou de manger sur le chemin qui fait que forcément vous utilisez 50 centilitres. Mais c'est pas si évident que ça. Il y a des étapes où vous allez pouvoir vous recharger en eau toutes les 2 heures.
J'ai essayé de vous l'indiquer dans les vidéos de façon à ce que vous ne montiez pas avec 2,5 kg d'eau voilà, une petite bosse et que en fait au bout d'une heure et demie quand vous l'avez monté, il y a une source d'eau. Voilà, ça vous économise 1 kg, 1,5 kg d'eau à monter. Mais c'est pas si évident que ça. Et j'avais dit que j'en parlerai, je ferai peut-être une vidéo sur le choix entre la poche à eau et les bouteilles. Entre les deux, mon cœur balance. Sur le Tour du Mont Blanc, vous pouvez vous ravitailler très souvent. Donc, je trouve que l'idée de la bouteille est intéressante parce que vous la rechargez. Voilà. Dès que vous pouvez moins souvent vous recharger, l'idée d'avoir une poche à eau est pas mal. Par contre, José s'est fait avoir plusieurs fois sur le fait qu'il pensait qu'il lui restait de l'eau et il n'en reste pas. Ou à l'inverse, j'ai rencontré des gens qui disent « j'étais deg, je pensais qu'il me restait quasiment plus d'eau, donc je me limitais énormément. Et en fait, quand je suis arrivé au refuge, j'ai sorti ma poche, il restait encore 1 litre. » Donc voilà, c'est un peu le problème de la gestion de l'eau. Alors sur les affaires, que je regrette d'avoir pris ou pas, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose que je regrette d'avoir pris. Si je devais vraiment faire un choix, je dirais mes gants. J'avais choisi de prendre des gants, mais c'était plus des gants pour le froid. Et il y a un matin où je me suis dit, oh, j'aurais peut-être dû les enfiler. Je crois que c'était le matin sur le lac de Nino où c'était très humide et froid. Mais c'était franchement supportable. C'était pas le truc où vous savez, vous avez tellement froid aux mains que quand vous commencez à les réchauffer, ça pique et ça fait mal. Voilà, c'est des trucs que j'ai connus dans d'autres situations. Là, ça allait franchement. Encore une fois, c'est pour moi parce que j'ai eu 8 jours de beau temps. Donc si vous avez eu des orages, vous êtes trempé et qu'en plus, au lieu de faire, voilà, au lieu de faire 25-30 degrés, il fait que 18-20, vous n'allez pas avoir le même son de cloche que moi. Donc c'est clair que je m'en suis pas servi. Est-ce que je repartirai avec? Oui. Oui, alors je ne suis pas un marcheur ultra léger, donc moi le au cas où, pour moi c'est intéressant et j'ai envie de prendre du plaisir et voilà, je me vois pas avoir froid aux mains. Je me sers beaucoup de mes bâtons, donc il n'est pas question de mettre les mains dans les poches quand je vais randonner. Il y a toujours des solutions, hein. J'aurais pu mettre des chaussettes au bout des trucs, enfin je sais pas quoi, mais voilà, moi ça ne me gêne pas de prendre 30 grammes de gants en plus, donc je ne m'en suis pas servi. Rétrospectivement, j'aurais pu ne pas les prendre, mais est-ce que si je devais faire le GR20 au même moment, est-ce que je les prendrais? Oui. Voilà. Ma veste de pluie, je m'en suis pas servi du tout, je ne l'ai pas du tout sorti. En plus, c'est une bonne veste bien costaud que j'ai utilisée sur le GR651 avec 3 jours de pluie, donc je sais qu'elle est top. Je l'ai pris parce que je me suis dit, si tu es dans un orage, tu es bien dans la merde. Je ne devrais pas dire ce mot-là sur YouTube, mais bon, voilà. J'ai un modèle que j'ai photographié hier, qui a fait le GR20 15 jours après. Je lui ai dit alors ça a été, elle dit moi ça a été l'horreur. On a eu 3 jours d'orage, ils se sont chopés l'orage justement, ils ont dû évacuer des campings et tout. Elle dit j'étais à la fin de ma vie. Donc c'était juste 15 jours après moi. Et même une semaine après, ça commençait à tomber. Donc oui, je n'aurais pas dû la prendre, mais au cas où, j'ai bien fait de la prendre parce que si jamais j'avais eu une grosse pluie, j'aurais vraiment été mal. Et pour moi, dire je vais économiser 300 ou 400 grammes, pas prendre une veste de pluie, pour moi c'est un peu inconscient. Surtout en montagne. Il y a plein d'endroits où la pluie commence à tomber, vous êtes sur le GR65, donc Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez un abribus, vous avez 3 km plus loin, il y a un village, vous pourrez vous arrêter et puis vous dites bah, je vais passer la nuit là. Là, vous êtes en montagne, vous êtes à 5 heures de n'importe quoi. J'ai eu un client qui est venu et qui m'a dit, lui, ils étaient avec un guide et ils ont passé la nuit complète dans la montagne parce qu'ils ne voyaient rien. C'était une purée de poids, c'était l'horreur. Voilà. Donc on rigole pas avec la montagne et c'est pas pour 400 grammes que vous allez... Enfin, ou si vous préférez mourir, faites-le. Hein. Mais moi, je préfère avoir 400 grammes et aller faire un peu de course à pied, un peu de squat, un peu de muscu et me dire que 400 grammes, c'est pas grave. Voilà. Dernière chose, ma petite bassine, la bassine que je prends tout le temps, je m'en suis pas beaucoup servi, je crois que je m'en suis servi 1 ou 2 fois. Pourquoi? Parce que je pense que je m'en serais servi plus si j'avais pas été avec José, parce que j'aurais pris plus de temps dans les sources pour me laver, pour faire un bain de pieds, pour tremper les pieds. On l'a fait de temps en temps, mais j'avais pas eu besoin de la bassine pour ça.
Je pense que si j'avais pas été avec José, je serais parti à 4 heures. Enfin, je me serais peut-être levé à 4 heures, parti à 4h45. Mais je pense que je serais pas arrivé à 18h, 19h comme ce qu'on a fait, mais plus vers 20h, 21h. Donc j'ai pris. Mais j'aurais pris plus de temps sur les étapes et plus utiliser la bassine. Je pensais aussi qu'au gîte, il y aurait plus la queue. Mais comme tout le monde arrive à 14-15 heures, fait sa popote, sa vaisselle et tout, en fait, quand on arrivait, les gens nous regardaient bizarrement, ils étaient tout propres, bien habillés et tout. Et ils avaient souvent mangé, ils étaient en train de manger ou avaient mangé. Et donc, nous, quand on arrivait, j'avais quasiment jamais besoin de faire la queue pour avoir accès à l'eau. Et donc, souvent, voilà, je lavais mes trucs tranquillement, j'avais pas forcément à m'éloigner pour faire ça. Et ensuite, souvent, je lavais mes affaires dans la douche. Donc souvent, je me mettais sous la douche tout habillé, je commençais à enlever mes affaires, je frottais mes affaires, tout ça, je me lavais après. Et ensuite, voilà, je séchais mes affaires, donc je n'avais pas à le faire dans la bassine. Donc ça n'a vraiment pas été le truc que j'aurais dû prendre. Après, je crois qu'elle fait 50 grammes ou 100 grammes. Voilà, j'ai survécu à la bassine. Voilà. Dans les affaires que j'ai vraiment bien fait de prendre, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis dit, tout, t'es con Pierre, parce que tout, tu t'es servi de tout. Si vraiment je dois dire, allez, 2-3 choses qui m'ont vraiment servi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est les bâtons. Les bâtons de marche, ils ont été top. Alors, je vais être complètement transparent avec vous. Je sais que vous savez que j'aime bien critiquer, que j'aime bien râler, que j'aime bien, enfin j'ai un peu mon franc-parler et que je ne vis pas de la chaîne YouTube, donc je dis un peu ce que je veux. Ces bâtons m'ont été envoyés par Forclaz. Et je suis super embêté. J'y ai pensé pendant tout le chemin du GR20 parce que je vais vous faire une revue sur ces bâtons. Et j'aime bien dire les plus et les moins. Et je suis super embêté parce que j'ai pas trouvé le moins. J'arrive pas à trouver. À des moments, je disais, ouais, ça c'est pas pratique. Et je me suis rendu compte que je les utilisais mal. Et franchement, je cherche des moins, j'en trouve pas. Et je me dis, mais Pierre, il faut que tu trouves des moins parce que quand tu vas leur dire que Forclaz te les a envoyés, les abonnés vont se dire, ouais, mais Pierre, Forclaz lui ont fait un cadeau de, je sais pas, 40 €, un truc comme ça. Donc pour ça, il pourrait vendre sa mère, son père et son chien. Non, pas mon chien. Parce qu'il a regardé, il s'est dit. Juste pour que Forclaz soit content et qu'il dise putain Pierre génial, on va encore lui envoyer un réchaud à 15 € pour le féliciter. Franchement, j'essaye de trouver des points négatifs, j'en ai pas trouvé. Ils sont géniaux, je vous ferai une revue là-dessus. J'ai adoré le fait, c'est moi qui leur ai demandé. J'ai dit mes anciens bâtons de marche sont morts, je les avais pétés sur le GR30 un peu et sur le TMB beaucoup, ou l'inverse. Il m'en fallait d'autres et je me suis dit je voudrais des bâtons qui puissent se replier pour l'avion pour pas qu'ils dépassent de mon sac à dos et je voudrais des bâtons qui puissent se mettre facilement dans la besace et donc ça c'était top et des bâtons qui quand j'arrive sur une partie escalade que je puisse les virer. J'ai vu tellement de gens monter avec des bâtons dans une main, c'était pas top et cela vraiment, enfin je suis content. Je vous en parle pas plus parce que je vais vous faire une revue là-dessus. Mais ouais, super content des bâtons. Content de, ça vous le savez, hein, ma chemise. La chemise a été top parce qu'elle était vraiment agréable, pas trop chaude. Elle m'a bien protégé quand le soleil tapait. Le col peut remonter, c'était bien. Quand le soleil tapait trop, les manches peuvent remonter, c'était sympa. Elle se lave facilement, elle sèche à une vitesse de dingue. Donc là, j'étais content. Après, non, encore une fois, c'est toutes les affaires que je vous ai... Je les plébiscite régulièrement. La besace c'était top parce que c'est vrai que... alors la besace m'a surprise parce que non seulement je pouvais mettre les bâtons dedans, et là j'ai croisé des randonneurs toulousains, ils m'ont dit « Ah c'est génial, vous avez un sac à bâtons !» Comme si le sac était fait pour les bâtons, donc c'était assez rigolo. Mais c'est vrai que c'était pratique de mettre les bâtons dedans, toujours ouvertes, et j'étais pas embêté. J'ai pu mettre plein de choses dedans, j'avais le topo guide, j'avais plein de choses dedans, c'était bien. Il y a même des gens qui m'ont dit c'est un peu le bordel dans ta besace. Bah ouais, c'est un peu le bordel, mais c'est très pratique, donc je mets souvent des choses. Sur le chemin,
C'est vraiment dégueulasse le GR20. Je vous assure qu'il y a plein de papiers, des papiers hygiéniques. Parce qu'en plus, comme vous êtes à flanc de colline, bon, même quand on pourrait s'éloigner un peu, les gens ils s'emmerdent pas, hein. Ils baissent leurs pantalons et puis ils font leurs besoins à même le sol. Ils laissent leurs papiers. Il y a même une gérante de refuge qui a dit bientôt on sera plus obligé de mettre des marques rouges et blanches. Il suffit de suivre le PQ. Et c'est vrai qu'à des moments, enfin, vous avez que ça. Et c'est la première fois où j'ai vu aussi autant de papiers d'emballage, de barres lyophilisées, de trucs comme ça. Et en fait, c'est la première fois où j'en ramasse autant. Et c'est pratique parce qu'en fait, je marche, j'en vois un, je le prends, je le mets dans mon sac et arrivé au refuge, je les mets tous. Donc j'en prends pas, il n'y en a pas 400, mais bon, ça nettoie un peu le chemin. Et c'est vrai que c'est la première fois où je me dis que la besace est très pratique aussi pour ça. Et j'ai été étonné par la besace parce que c'est la première fois où je randonne autant à quatre pattes ou autant penché. Sur le Tour du Mont Blanc, ça le faisait un peu, mais pas autant. Et ce qui est génial avec la besace, c'est que j'avais peur qu'en me penchant, la besace me gêne. Et en fait, non, parce que comme elle est autour du cou, quand je suis droit, la besace est là. Mais quand je me penche, en fait, elle reste pas là à m'embêter. En fait, elle vient un peu comme ça, comme un pendule. Et donc, je peux facilement monter les genoux et elle m'embête pas. Parfois, je tape un peu dedans, mais elle est vraiment pas embêtante. Et comme elle est assez courte, mes bras sont plus longs, donc je ne suis pas embêté. Donc ça, c'était vraiment un chouette truc. C'est, voilà, si je dirais les trois éléments vraiment intéressants, c'était les bâtons de marche, la chemise et la besace. Mais sincèrement, tout m'a vraiment servi. Tout a vraiment été hyper utile. J'essaie de réfléchir comme ça, mais non, les chaussures, j'en suis très content. Je crois que c'est Ambre qui m'a posé plein de questions par rapport à ça, par rapport aux chaussures, par rapport aux ampoules que j'ai pu avoir. Alors oui, les chaussures ont tenu super bien. Je vous en parlerai certainement dans la vidéo, faut-il le faire, le GR20. Les chaussures ont super bien tenu. J'ai eu énormément d'ampoules. J'ai eu des ampoules catastrophiques. Je vous en avais parlé un peu au départ et après je vous en ai plus parlé parce que j'avais pas envie de vous saouler par rapport à ça. C'était des ampoules qui étaient très douloureuses. Le matin, je boitais pendant 10-15 minutes, le temps de me faire la douleur. Et après, j'avais mal pendant 1 heure facilement. Et ensuite, j'avais mal quand vraiment ça tapait sur l'ampoule. Sachant que pour la première fois, d'habitude, j'ai des ampoules au niveau des orteils, au niveau de la plante de pied, mais au niveau des orteils. Et là, cette fois-ci, j'avais des ampoules sur les bords. Donc les bords, comme ça, de chaque côté. Certainement parce que, comme votre pied est toujours en train de faire ça, d'accord, au lieu de faire ça, en fait, vous passez votre temps à faire ça. En fait, très souvent, j'allais sur les côtés. Donc les chaussures n'ont pas morflé. Par contre, mes pieds ont bien morflé et même mes chaussettes. J'ai une paire de chaussettes qui est complètement explosée sur le côté parce que j'ai frotté. Et donc les ampoules étaient très douloureuses, les compiles n'ont jamais tenu parce que bien que mes chaussures soient des ventilateurs très aérés, j'avais beaucoup de sueur au niveau des pieds et en fait il y a même des fois où le midi j'enlevais pas mes chaussettes, ce que je devrais faire pour faire sécher les pieds, parce que quand j'enlevais les chaussettes, en fait les pansements, les compides restaient collés aux chaussettes. Et donc, ça voulait dire que j'allais perdre mon pansement et que j'avais plus rien pour me protéger. Même si au col de Verdé, j'ai pu en racheter, parce qu'il y avait une épicerie qui était géniale avec plein de choses c'était top. Donc j'ai pu en racheter, me remettre des pansements. Mais voilà, c'était un peu compliqué. Il y a Pascal aussi qui m'a dit si tout s'abîme facilement, qu'en est-il de ton sol de tente? Alors mon sol de tente, il a rien du tout. Il a rien parce que je faisais. Alors déjà c'est surtout le chemin qui abîme les choses. J'ai plein de choses abîmées. Hein. J'ai les chaussettes, les pantalons, tout. Les mains, ah oui, quand je vous ai dit les mains, les gants, non, j'en reprendrai certainement. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu n'aurais pas dû prendre des gants de cycliste, des mitaines de cycliste ou d'escalade? C'est vrai que ça pourrait être utile. J'en ai vu quelques-uns le prendre. Il y a des abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient pris ça. Alors c'est bien parce que les mitaines, ça vous laisse un peu de sensation au niveau du bout des doigts. Par contre, ça protège quand même bien la paume de la main et ça vous aide quand même à prendre des choses. Au niveau des bâtons, c'est peut-être une critique, mais j'ai eu les pouces qui étaient bien abîmés. Après, je pense pas, c'est pour ça que c'est pas forcément une critique, je pense pas que ce soit la faute au bâton. Je pense que la roche est tellement abrasive, et il faisait tellement chaud que j'avais les mains sèches
et abîmé, et que ben, ça frottait régulièrement sur ces bâtons-là, mais je pense que sur n'importe quel bâton, ça aurait dû frotter. Encore une fois, j'en sais rien, mais je pense. Et donc, j'étais pas mal abîmé ici. C'est vrai que peut-être des mitaines auraient pu être bien. Voilà, ça aurait pu être pertinent. Après, est-ce que ça aurait pas été quand même trop chaud quand il fait chaud? Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Puis je me vois pas dire, ah, il va y avoir une paroi rocheuse, je vais mettre mes gants. Parce que les parois rocheuses, parfois ça dure seulement 2 minutes. D'accord? Donc c'est pour ça que le fait de replier vite les bâtons, c'est bien. S'il faut commencer à les enlever, que c'est long, vous n'allez pas le faire. Et donc vous allez monter comme tout le monde avec les bâtons dans la main en n'ayant que 3 points d'appui et pas 4. Donc ça, c'est pas top. Donc oui, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais c'est un peu compliqué. Je crois que c'est donc Patrick qui me dit, ouais, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'acheter une tente low cost, juste une place? Oui, si, ça peut être bien. Après, je me dis, si jamais j'arrive dans un refuge, il pleut à verse, je suis tellement content d'avoir ma tente de place parce que j'ai vraiment le temps de faire sécher des trucs, les étaler, m'organiser. Je peux faire à manger dans l'abside et puis rentrer le tout et puis commencer à manger. Dans une tente, une place, c'est compliqué. Et encore une fois, moi, ça m'embête l'idée de me dire je vais acheter une tente de place pour ça et puis je vais acheter une tente une place. Alors je sais qu'il y a plein de créateurs de contenu qui ont, putain, je sais pas comment ils font, ils ont du bol ou alors ils choisissent de mettre leur argent là-dedans, mais ils ont 7 sacs à dos, ils ont 5 tentes et ils disent alors pour le Keras je vais mettre ça et par contre pour la traversée du Jura je vais mettre ça. Ouais, vous voyez, moi, mon quilt, il a été top, génial, 1000 fois trop chaud. Il était 1000 fois trop chaud. Je crois que c'est, il y a 3 fois ou 4 fois, j'ai dû dormir sans ça, alors que je dors à poil. Hein. Donc je dormais sans ça et j'avais chaud toute la nuit, j'étais bien. Il y a quelques fois, j'ai dormi avec, mais uniquement au niveau des jambes. Oui, il était trop chaud, clairement trop chaud. Mais je vais partir avec quoi? Alors j'ai un Nanopack 400D, si je ne me trompe pas, je retiens jamais les trucs, je crois que c'est ça, Nanopack 400D. Il est confort à 6-7 degrés, il aurait été largement suffisant. Mais il est en momie, j'avais pas envie. Alors après, oui, je pourrais acheter aussi un autre sac de couchage à 400 balles, mais pas à confort moins 10 degrés Fahrenheit, juste à 0 ou à 5 ou un autre à 10. Mais alors, j'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans. Et 2, j'essaye de pas trop consommer non plus et de me contenter de ce que j'ai. Et donc, oui, ça peut être intéressant de faire le GR20 avec une tente, une place. Parce que c'est peut-être plus simple pour trouver des emplacements, encore que je vous ai montré dans une vidéo qu'un emplacement, une place, ça allait avec la 2 places parce que c'est là où vous dormez qui doit être une place. Le reste, bon, c'est un peu brinque-ballant. Sur le TMB aussi, je vous avais montré un emplacement un peu chelou où ma tente c'était du n'importe quoi, mais j'avais très bien dormi alors qu'il y avait de la place que pour une personne et la tente je m'étais arrangé. Donc oui, c'est faisable, mais est-ce que c'est pertinent d'aller claquer 80 € ou 100 € pour avoir une tente, une place, au cas où un jour Voilà. Et encore une fois, surtout, moi ce qui m'embête, c'est le temps. J'ai tellement peur d'être coincé. Vous voyez, il pleut trop, je me dis je vais pas doubler l'étape, j'arrive à 15 € au refuge. Les refuges, il y a beaucoup de refuges où vous ne rentrez pas dans le baraquement. Vous voyez, c'est bloqué, c'est un refuge où vous allez avoir, vous pouvez demander à manger, à boire, tout ça, et puis après vous restez au niveau de votre tente. Les douches sont à l'extérieur, les toilettes sont à l'extérieur, c'est pas forcément une grande bâtisse, pas tout le temps, hein, mais donc je me dis, je suis à 15 h, je suis dans ma tente jusqu'à 4 h du matin le lendemain, et je dois tout faire. Je vais me changer, je vais m'habiller, je vais manger, je vais me reposer, je vais ranger mes affaires et tout. Sincèrement, je préfère une tente de place. Alors oui, elle va être un peu plus lourde. Après, celle-ci, elle fait 1 kg en tout pour tout. Donc voilà, il y a lourd et lourd. Mais voilà. Donc ça, c'était pour répondre à Patrice, si je n'ai pas oublié son nom. Voilà. Donc oui, ça peut être pertinent. Si vous avez de l'argent, si vous avez déjà une tente, une place, si vous êtes sûr qu'il va faire beau et qu'il n'y aura pas de soucis. Moi, je ne suis pas un marcheur ultra léger, j'aime le au cas où, j'aime le confort, et donc voilà, je préfère une tente de place et avoir mon confort extrême. Alors, dernière question qui m'a été posée en dessous des vidéos YouTube, je ne me souviens plus par qui, je crois que c'est par Ambre, je ne suis pas sûr. Est-ce que j'avais prévu mon ticket d'avion, mon billet d'avion retour ?
Oui, j'avais prévu mon billet d'avion retour, j'avais prévu l'aller et le retour. Pour être hyper honnête avec vous, j'avais été méga présomptueux parce que je m'étais fait 3 simulations. Je m'étais fait une simulation le GR en 8 jours, une simulation le GR en 7 jours avec mes étapes et une simulation avec le GR en 6 jours. Parce que je m'étais dit, comme un abruti, t'as fait le tour du Mont Blanc en 5 jours, c'est 180 bornes et 12 000 D+. Là, le GR20, c'est 180 bornes, 15 000 D+, il y a un peu plus de D+. Allez, au lieu de faire 35 km par jour, tu vas en faire entre 25 et 30. 6 jours, ça va passer. Et non, parce que c'est pas de la randonnée, c'est de l'escalade. Donc on m'avait dit le chemin est technique, mais moi je m'étais juste dit, ouais bon, ok, il y a des pierres et tout. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est technique et à quel point on n'avance pas. Il y a des fois où pendant 2 heures, sauf si vous appelez José, hein, que vous passez de pierre en pierre comme ça, pendant 2 heures, parfois je suis en train de faire ça, ça. Ou alors il y a des roches qui sont... C'est pas que j'aurais pas pu être sur 2 pieds, mais j'avais tellement peur de glisser que je préférais à des moments mettre les mains. Et donc vous avancez à 1 km/h. Donc c'était très lent. Donc le 6 jours on oublie. Le 7 jours on aurait pu. Il y a une fois on s'est arrêté à 14 heures, j'étais dégoûté, mais il y avait des nuages et je m'étais dit c'est peut-être un peu risqué. Et le mauvais plan c'est quand vous arrêtez, vous prenez un Liptonic, vous commencez à manger, vous vous refroidissez et là vous regardez José et vous dites on va pas y aller, on est claqué. Et ah ouais, on est claqué, on est resté, ça fait 1 heure qu'on est là, on aurait dû y aller tout de suite. Donc si on avait triplé cette étape-là, on aurait peut-être été motivé pour tripler une autre et se dire ouais, on l'a fait en 7 jours. Voilà. Sachant encore une fois, il y a des gens qui le font, hein, il y a des gens qui le font en 4 jours. Voilà, après, je pense qu'ils n'ont pas la tente, le duvet, toute la bouffe et tout, et un sac de 12 kilos sans l'eau. Hein. Donc voilà. On aurait pu le faire, on l'a fait en 8 jours, et en fait j'étais obligé de le faire en 8 jours parce que j'avais mes billets d'avion et que j'avais pas d'autre solution. Et pourquoi j'ai pris mes billets d'avion? Parce que j'étais présomptueux et je m'étais dit, ouais, je le fais en 6 ou 7. Bon, allez, vraiment, si je suis claqué 8. Donc déjà, c'était une obligation. Et surtout, par rapport au prix, parce qu'en fait, les billets d'avion, à un moment, j'ai 3-4 jours avant de partir, je me suis dit, ouais, Pierre, laisse-toi quand même 1 ou 2 jours, on ne sait jamais, de rab. Et puis il y avait Seb qui m'avait dit, si jamais à un moment, t'as fini et que tu veux qu'on se voit, il n'y a pas de souci, je peux même t'héberger, tout ça. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder. Et les billets d'avion, ils étaient à 300, 350 euros, quoi. Et alors que là, les billets que j'avais trouvés, je crois que j'ai trouvé un Paris Figari, un Paris, je sais déjà plus quoi, Calvi. Un était à 110 euros, l'autre était à 60 euros, d'accord, avec mon sac, hein, avec mon sac en soute. Donc voilà, quand j'ai vu ces tarifs-là et que j'ai vu que c'était 8 jours, je me suis dit, pile poil, en plus ça va te donner une motivation. Et c'est vrai que plein de fois, José m'a dit, mais on est obligé de doubler. Je dis, ah ouais, mais moi, j'ai pas d'autre solution. Et j'ai bien aimé avoir cette épée de Damoclès parce que c'était une motivation supplémentaire pour pas me laisser aller, pour pas me dire, allez, Pierre, voilà, tu vas te mettre dans un coin, tu vas jouer aux cartes, tu vas boire des bières. Voilà, donc ça m'a, voilà, la raison pour laquelle je l'ai fait aussi en 8 jours, parce que je m'étais dit, je le ferai en 8 jours, peut-être moins, mais 8 jours, c'est une obligation. Et j'ai super bien goupillé ça. On a eu un coup de bol, ça je vous ai pas fait de vidéo après, c'est que quand on est arrivé à Calenzana, il y a la maman de José qui est venue nous chercher. Et ça a été top parce que moi j'ai repéré un camping qui était pas loin de l'aéroport, qui est à 35 minutes à pied de l'aéroport, et qui était quand même à 10-11 bornes de Calenzana. Et donc la maman de José m'a gentiment déposé au camping. Donc ça a été royal. Je pensais devoir faire du stop ou y aller à pied. 11 bornes sur du plat, c'était pas la fin du monde. Surtout qu'on est arrivé vers 14-15 heures à Calenzana. Donc voilà, on avait doublé l'étape, mais c'était cool. Donc ça, c'était top. Au camping, ça a été le rêve parce que ça, c'est voilà, Patoun, c'est un vrai camping. Il y a des douches chaudes, il y a des sanitaires. Enfin, c'était le rêve, le terrain était plat. J'en ai profité pour bien laver mes vêtements parce que je puais la mort. C'était une horreur. Et je m'étais dit, les pauvres, dans l'avion, si quelqu'un il y aura des gens à côté de moi, j'étais trop mal pour eux. Donc, j'ai acheté un savon et j'ai quasiment usé la moitié du savon à me laver. Tout ce qui partait était noir. Et laver mes affaires. J'ai dû laver les vêtements que j'allais porter dans l'avion. J'ai dû les laver 3 ou 4 fois.
parce que je l'ai lavé, je l'ai frotté, je revenais dessus et tout, et c'était vraiment dégueulasse. Donc après, je sentais l'humain, c'était assez bizarre. Et il y a la maman de José qui m'avait fait un bon petit panini, donc j'ai pu manger quelque chose de frais et tout, c'était super. Et le lendemain matin, je me suis réveillé vers 5-6 heures du mat, grasse mat, et 35 minutes à pied, je suis arrivé à l'aéroport. J'ai pu manger ce dont je rêvais depuis longtemps, c'est-à-dire un croissant ou un petit pain avec, quand vous faites pour manger, il y a plein de miettes qui tombent, et un chocolat chaud. Pour ceux qui ont suivi, j'en rêvais, je voulais à tout prix prendre ça. Et puis voilà quoi, et le voyage avait... Ah oui, je vous ai pas dit la compagnie en plus. 60 euros, 110 euros, c'était avec Air France. Donc c'était vraiment un coup de bol. J'ai failli prendre Volotea, parce qu'en plus Volotea, je crois qu'ils partent de Lille pour aller jusqu'à Calvi ou Figari. Le truc, c'est que vous arrivez tard le soir. Donc je voulais pas arriver à Figari à 10h du soir et dire à Seb, tu peux aller me conduire déjà le soir. Avec Air France, l'avantage, c'est que j'arrivais à 13-14 heures. Ça nous laissait toute l'après-midi pour se voir. J'ai pu passer au Décathlon, tout ça, pour faire quelques courses au Leclerc et arriver à Conca tranquillement. Et quand vous volez avec Volotea, si vous rajoutez des choses en soute, vous repayez. Et en fait, le vol Volotea était moins cher, mais avec le sac à dos que je devais mettre, donc mon sac que je devais forcément mettre en soute, je repayais et ça me coûtait même plus cher. Donc le fait de le prendre à Paris, même si j'ai eu un train à 17-20 euros, Lille-Paris, même si ça m'a pris plus de temps, en fait ça m'a coûté beaucoup moins cher. Et puis ça ne m'a pas stressé parce que j'avais le temps, j'arrivais à 14 heures, tout ça. Voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu l'avion et mon organisation. J'ai été très long, j'en ai pour plus d'une heure apparemment. J'espère que je vous ai vraiment parlé de tout ce qui était intéressant. J'espère que ça vous a intéressé comme vidéo. N'hésitez pas, vous savez que je porte énormément d'importance au vécu, c'est ça, à mon avis, qui vous permet de bien vous préparer un GR et qui permet de bien ressentir le GR. Ma chaîne est hyper orientée là-dessus. Hein. Vous voyez que j'essaye pas forcément de faire des belles photos, des beaux paysages. Je me balade pas avec un appareil photo professionnel. Je fais tout avec mon iPhone 8 en plus, qui commence à dater un peu. Mais ça suffit pour vous expliquer le vécu. Je pense que pour moi, c'est ça qui est important. Je ne fais pas une chaîne de voyage. Il y a plein d'autres qui font des super chaînes de voyage qu'il faut regarder et que je regarde. Et je trouve ça beau, même si ce n'est pas informatif et que parfois c'est chiant. Posez-moi toutes les questions qui vous intéressent. Si ça vaut le coup, s'il y en a assez, enfin ça vaut forcément le coup, mais s'il y en a assez, je vous fais un tome 2. Sinon, je réponds en commentaire. Et les prochaines vidéos, ce sera... Faut-il faire le GR20? Dites-moi si ça vous intéresse. On m'a souvent posé la question, GR20 ou Tour du Mont Blanc? Voilà. Est-ce que je la mettrai dans la vidéo faut-il faire le GR20 ou je ferai peut-être une vidéo GR20 ou Tour du Mont Blanc, la grande interrogation. Et bien entendu, je vous ferai une vidéo sur les bâtons de marche. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur la DropX Mid dont je vous ai parlé 450 fois et que j'ai depuis 2 ans maintenant et j'ai toujours pas fait de vidéo là-dessus. Il y a JR, la tanière de JR, qui a fait une super vidéo de présentation de la DropX Mid. Allez la voir, en plus il explique vraiment bien ça. Moi je vous ferai peut-être juste une vidéo sur mon ressenti et de ce que je pense de cette tente, mais pas forcément sur le montage, le petit détail, les trucs, je suis pas trop comme ça. Donc j'irai plus dans l'utile et le pratico-pratique et mon ressenti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci de me suivre. Merci pour tous les super commentaires que vous m'avez mis. J'essaie de répondre à tout le monde, mais parfois c'est long parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais c'est génial. Merci pour votre soutien. À très bientôt.